chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2024 et nous allons respecter, comme nous l'avons toujours dit, notre rendez-vous. Nous allons échanger aujourd'hui sur un thème extrêmement important en tenant compte du contexte. S'agissant du contexte, je tiens d'abord à remercier, à féliciter les Congolais de la diaspora, particulièrement ceux de la France et ceux de l'Afrique du Sud, qui, à travers des manifestations réussies, ont tenu à élever les voix pour dire non à la vente et à la cession à la fois illégale et anticonstitutionnelle des terres congolaises au Rwandais. Ça a été une réussite et ça a été suivi à travers le monde entier. C'est une très belle chose que ces voix se soient ajoutées aux voix de l'intérieur. Mais au-delà de ça, nous avons un certain nombre d'autres préoccupations. Nous allons essayer d'évoquer la situation que nous suivons de très près avec le coup d'État, dit-on, raté en République démocratique du Congo, que nous suivons de près parce que c'est un des pays les voisins du Congo, très proches, puisque Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde. Et nous tenons également à signaler que nous avons suivi les événements malheureux connus par l'Iran à travers la mort du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères suite au crash de l'hélicoptère dans des conditions, semble-t-il, qui ne sont pas encore bien élucidées. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un problème en essayant toujours de méditer, de réfléchir sur le fait que le Congo va mal, très mal, les Congolais souffrent. Il avait été dit dans le message par le chef de l'État en 2023 que les institutions congolaises fonctionnaient bien. Ce n'est pas notre avis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au vu de la souffrance des Congolais, au vu des nombreux problèmes, au vu des situations brûlantes, nous avons tenu à prendre le temps et à interpeller calmement le Parlement, l'Assemblée, le Sénat, les députés, les sénateurs, qui sont les représentants du peuple, c'est-à-dire qui sont censés défendre les intérêts du peuple. Nous allons aussi les interpeller parce qu'il vous souviendra que le 20 mai 2023, avec deux autres compatriotes, en tant que citoyens, les deux compatriotes, c'était Jean-Pierre Agnangol et Enda Diogène Séni, nous avons lancé une pétition pour exiger des poursuites judiciaires, en fait, contre les principaux responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et nous avons été heureux, après que nous ayons amorcé cette démarche, que le 31 juillet 2023, qu'une coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, composée des ONG, des personnalités indignées, ait déposé auprès du doyen des juges du tribunal de grande instance de Brazzaville une plainte relative à des détournements, à la disparition présumée de 14 000 milliards de francs CFA qui représentaient les excédents budgétaires. Et nous avons pensé que tout ça, nous devions essayer de revenir. C'est pour ça que dans l'interpellation, nous allons la faire dans 3 volets. Le premier volet, c'est la lutte contre la corruption. Nous ne le dirons jamais assez. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays corrompus d'Afrique. Son indice de corruption en 2023 est de 22 sur 100, véritablement médiocre, au-delà des déclarations. Bien que le projet de société qui s'exécute se dénomme, semble-t-il, ensemble poursuivant la marche, entendue marche vers le développement, mais on ne peut pas aller vers le développement et tolérer la corruption. C'est pour ça que nous nous posons des questions. C'est pour ça que nous avons été souvent préoccupés. Et nous nous demandons pourquoi les gouvernants sont impuissants. Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir le courage et la volonté politique de tout mettre en œuvre pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public.
Et les Congolais sont assez souvent surpris d'entendre les gouvernants, particulièrement le Premier ministre, parler de la précarité des moyens financiers. D'ailleurs, il a même évoqué, s'agissant du PND, qu'il semblait qu'on avait du mal à boucler, à faire le bouclage financier des 8 700 milliards qui étaient prévus. De déclarer ce revenu aux impôts pour payer l'IRPP. Mais aussi, ça doit lui garantir une sécurité sociale. De sorte que, lorsque demain, il n'est plus en activité, soit par le fait de la maladie, soit parce qu'il Il a pris de l'âge. il a pris de l'âge, il ne peut plus exercer cette activité, mais qu'il soit garanti une pension de retraite. Et pour cela, au travers de l'emploi décent, il y a un système de participation, un système de répartition, pas de capitalisation. Bref, nous avons souhaité non seulement sensibiliser les Congolais, mais également interpeller le Parlement par rapport à cette situation qui est inacceptable, qui est intolérable. C'est pour ça que nous avons pensé aborder 3 volets. Le premier volet sur lequel nous allons insister, comme je l'ai dit tantôt, c'est la lutte contre la corruption, à travers des cas bien précis. Et nous allons insister sur des cas qui sont bien connus des parlementaires et bien connus des Congolais. Le premier cas sur lequel nous allons nous pencher, c'est les 14 000 milliards. Évidemment, le 12 août 2006, le chef de l'État avait déclaré devant le Parlement réuni en congrès qu'au regard de la belle situation pétrolière qui se présentait à l'époque, notre budget dégageait des excédents budgétaires, que ces excédents budgétaires étaient censés être déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun franc ne pouvait être retiré de ce compte sans la moindre loi de finances rectificative. Et il avait été dit que chaque année, la Cour des comptes et de discipline budgétaire allait faire un audit et que cet audit allait être rendu public. Figurez-vous que depuis 2006 jusqu'à maintenant, pratiquement 18 ans, aucun audit n'a été effectué. Comment le Parlement peut expliquer cela? Cela a été fait devant le Parlement réuni en congrès. Comment expliquer devant une telle situation le silence du Parlement? Est-ce une complicité? Est-ce une volonté également de s'associer pour enfoncer les Congolais dans la misère et dans la souffrance? C'est pour ça que nous nous interrogeons. Le deuxième cas que nous allons évoquer, c'est les malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Parce que là aussi, c'est à la suite du message du chef de l'État en 2017, message au cours duquel il avait annoncé que d'importantes sommes avaient été allouées au secteur de l'agriculture pour des résultats mitigés. Suite à cette annonce, le procureur de la République avait instruit la Direction générale de la surveillance du territoire pour qu'une enquête soit menée. L'enquête a été menée et elle a révélé clairement que des sommes importantes ont été remises à des Congolais qui n'ont jamais voulu les rembourser. Et il avait été dit qu'un délai avait été donné pour que, au-delà de ces délais, les Congolais qui n'allaient pas se manifester allaient être présentés au parquet. Depuis, personne, absolument personne n'a été présenté au parquet. Et c'est une situation extrêmement gênante. Que veut le Parlement?
Est-ce qu'il est normal que ce genre de silence puisse être observé pendant que les Congolais croupissent dans la misère, vivent dans la souffrance? Et nous allons passer au troisième cas. Le troisième cas, c'est les révélations faites en 2018 par les Panama Papers, selon lesquelles 6 Congolais détiendraient dans les paradis fiscaux 5 500 milliards, pratiquement le double du budget du Congo de l'année en cours 2024. Et lorsqu'on regarde de près, le plus riche de ces Congolais détiendrait près de 2170 milliards de francs CFA. Comment a-t-il pu avoir une telle somme? Et comment, devant ce genre d'informations, on peut avoir le sommeil, on peut rester tranquille? Évidemment, on dira que c'est certainement les réseaux sociaux, mais je rappelle aux députés et aux sénateurs, lorsqu'il s'est agi de Jean-Marie Michel Moukoko en 2016, c'est sur la base des vidéos circulant qu'on a fait circuler sur les réseaux sociaux qu'on a commencé à mener les démarches qui ont conduit à son emprisonnement jusqu'à ce jour, ce que nous déplorons. Et il n'est pas bon qu'il y ait comme toujours cette injustice. 2 poids, 2 mesures. Il y en a qui sont favorisés, il y en a qui... Et on viole tous les jours l'article 15 qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Au-delà de ça, les Congolais sont au courant de ce dossier Figare qui a donné la preuve des détournements clairs et nets. Et il y a eu comme un simulacre d'action, on a vu. La commission économie, finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée se retrouver, soi-disant, avec les personnes impliquées, les écouter. Mais la flagrance était telle que les Congolais s'attendaient à ce que l'affaire puisse être ramenée au niveau de la justice et que ça puisse être tranché. Ça concerne les membres du gouvernement, mais ça ne sera pas la première fois. On se rappelle des opérations qui étaient été faites par la commission présidée par l'Amir Nguele. Là aussi, des ministres avaient été remis en cause, mais la majorité présidentielle s'était organisée pour les défendre. Et on les défend, quitte à ce que ce soit la population, ce soit les Congolais qui continuent à s'enfoncer tous les jours davantage dans la misère. Et ce n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, j'en viens à un cas qui me préoccupe personnellement. C'est celui de la haute autorité de lutte contre la corruption. Je parlerai même des tergiversations de la haute autorité de lutte contre la corruption. Pourquoi j'en parle? Mais parce que le 9 décembre 2023, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption a annoncé de façon frappante que 30 enquêtes et investigations avaient été menées, qu'on s'approchait des délibérations et que les résultats allaient être publiés, qu'il était envisagé avant la fin de l'année 2023 la saisine de la justice. Et en même temps, on disait qu'il y avait 53 plaintes concernant les responsables administratifs et 97 dénonciations. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la haute autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption et des infractions assimilées constitue une forte attente
des populations, attentes exprimées lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. En outre, la Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes, toutes diligentées contre des responsables administratifs, et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 1023, mis en service depuis le mois d'août 2022. Le constat qui se dégage d'ailleurs au niveau des populations est que la corruption a gangréné toutes les sphères de la vie nationale et les prestations des services publics en faveur des citoyens sont réalisées sur le dos de la corruption, faisant de ces populations des victimes de ce fléau. L'année 2023 est terminée, on s'en éloigne. Curieusement, ce n'est pas ces actions attendues qui sont menées. La Haute Autorité de lutte contre la corruption, par une pirouette géniale, nous fait apparaître quelque chose qui est certainement important, dans laquelle elle semble très bien réussir. C'est la déclaration de conflit d'intérêts. Mais elle ne fait pas oublier aux Congolais qu'elle détient des dossiers et qu'elle a choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, rejoignant en cela l'attitude permanente que le gouvernement affiche sur cette question. Et on se pose la question, on s'interroge, parce que tout ce comportement est en contradiction flagrante avec les déclarations qui sont faites. Et je vais vous en rappeler quelques-unes. Je vous rappellerai la déclaration du chef de l'État dans son message sur l'état de la nation de 2018. Déclaration dans laquelle il disait que face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a une contradiction, un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Les déclarations qui sont faites ne sont pas suivies des faits. Pourquoi? On est en plein dans la mauvaise gouvernance. Je rappelle notamment aux députés qu'en février 2018, l'Assemblée avait annoncé avec fracas qu'elle allait partir en guerre contre les délinquants économiques, parce qu'elle estimait que le phénomène de la corruption gagnait de l'ampleur et avait des effets pervers et néfastes sur les finances publiques. Posons la question à l'Assemblée, posons la question aux députés, peut-être même aux sénateurs. Où est partie cette démarche? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Pourquoi on n'est véritablement pas rentré en action? C'est vraiment déplorable. Et en ça, j'ajoute la déclaration que j'ai découverte dans une interview d'un responsable du PCT, mais je crois que cette déclaration était de janvier 2018, dans laquelle il disait que si les cadres du PCT étaient impliqués dans les scandales économiques et financiers, le PCT allait les châtier et il allait être les premiers à les dénoncer. Pourquoi ils ne sont pas dénoncés? Qu'on parle des Panama Papers, qu'on parle des autres aspects. En première ligne, on trouve qui? On trouve des membres du bureau politique du PCT, on trouve des membres du comité central du PCT, on trouve des membres du gouvernement. Les faits sont clairs, c'est pas Mirassa qui les a établis. Et je rappelle, toujours dans la même ligne, qu'en septembre 2018, les partis de la majorité présidentielle ont fait une déclaration pour dire qu'ils ne protégeaient pas les coupables, que bien au contraire, ils exhortaient, ils encourageaient les juridictions compétentes
à se saisir des dossiers et à poursuivre tout cadre, quel que soit son rang et sa sensibilité politique, pour qu'il réponde face aux actes qu'il leur a posés dans le cadre de la mauvaise gestion. En 22 ans de pouvoir depuis la fin de la guerre de 1997, jamais la majorité présidentielle ne s'était livrée à un tel exercice. Critiquer sans tabou l'action du gouvernement avant de proposer des solutions. Pour Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti présidentiel, mais aussi président intérimaire de la majorité au pouvoir, le jeu valait la chandelle. Une réflexion collective, critique, rigoureuse et sans tabou qui donne à la fin de vraies réponses aux vrais sujets de préoccupation de nos compatriotes. Devant les interrogations, le doute et les inquiétudes des citoyens sur leur quotidien, nous devons penser, bien penser et agir efficacement, pour autant qu'il nous incombe de redonner espoir et confiance aux Congolais, à tout notre peuple. Nous demandons de vaincre le scepticisme. La critique de la majorité présidentielle a touché tous les domaines et la lancinante question de la corruption a été sur toutes les lèvres. Extrait du communiqué final de ces universités de la majorité au pouvoir. La corruption, la concussion, la fraude et autres crimes économiques occasionnent des enrichissements sans cause et ruinent l'économie nationale. La corruption constitue un véritable fait de société qui gangrène dangereusement la vie des populations. Elle est principalement due à la faiblesse dans la gouvernance, l'impunité, appliquer la loi sur la déclaration du patrimoine en vue de renforcer la lutte contre les détournements des deniers publics. Rendre opérationnels les différents organes légaux de contrôle et de lutte contre la corruption et tous les actes inciviques, particulièrement la Haute Cour de justice et la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Traduire en justice les auteurs d'actes d'antivaleur et faire aboutir les procédures irrélatives, quel que soit le statut et le rang des personnes incriminées. Malheureusement. Que veut-on? C'est pour ça qu'une nouvelle fois, nous répéterons au cours de cette émission, que nous interpellons les députés, nous interpellons les sénateurs, qui sont censés être les représentants du peuple. Et pour argumenter un peu ce que je suis en train de dire, je vais essayer de me référer à l'histoire. Je vais essayer de me référer à la jurisprudence. Elle se présente comment? Notre premier président, l'abbé Fulbert, qui a démissionné le 15 août 1963, a été accusé de haute trahison, de détournement de fonds publics. Il faut rappeler que non seulement c'était notre premier président, mais c'est un des pères de notre indépendance. Il a été jugé en juin 1965 par le tribunal populaire. Il a été jugé et condamné par contumace à mort et avec la confiscation de tous ses biens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Je crois que beaucoup de Congolais ne le savent pas. Je crois que beaucoup de Congolais ne s'en souviennent pas. Le deuxième cas en termes de jurisprudence que nous allons évoquer, c'est en 1979, le cas du président Jacques Jachin Yombi Opango, pour lequel une motion avait été prise lors du 3e congrès extraordinaire et qui a été accusé pour son mépris pour le peuple, pour son appétit modéré pour les biens matériels, pour sa propension à la prodigalité et à la gabegie, pour crime de haute trahison. Et il a été demandé que tous ces biens soient confisqués au profit du peuple et de la révolution. Il a été demandé qu'il soit arrêté, mis en état d'arrestation avec tous ses acolytes. Et il a été arrêté. Qu'il soit jugé par une juridiction populaire pour haute trahison. Haute trahison. Le président Jacques Jachin Yombi Opango, que Dieu ait son âme, n'a pas été jugé, mais il a purgé 11 ans en prison sans être jugé et il en a été libéré. Ancien président de la République. Et je viens au dernier cas, c'est celui du président Pascal Lissouba.
beaucoup d'entre nous, surtout beaucoup de jeunes, ne savent pas que le président Pascal Lissouba a été jugé en décembre 2001 pour une affaire concernant l'affaire Oxy, qui semble-t-il s'élevait à près de 150 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 90 milliards de francs CFA, pour malversation, pour détournement des deniers publics et pour haute trahison. Il a été jugé, condamné avec 4 de ses ministres. Lui, il aura été condamné par contumace à 30 ans de travaux forcés et a payé une amende de 25 milliards de francs CFA. Ces 4 ministres qui étaient Antoine Dacosta, Jacques Jachin Yombi Opango, Kombo Mungunga Gila, Benoît Koukebene, qui se trouvent jusqu'à aujourd'hui en exil, ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés et à payer une amende de près de 11 milliards de francs CFA. Et à l'occasion de ce procès, beaucoup de choses ont été dites. Que c'était un procès contre la malgouvernance, qu'il fallait que les responsables en fonction sachent que chaque fois qu'ils étaient en faute de gestion, ils devaient être jugés. La démonstration est claire. D'où vient que maintenant, après qu'on ait jugé 3 de nos anciens présidents, après qu'ils aient été sévèrement condamnés ou qu'ils ont subi une situation extrêmement difficile, d'où vient qu'aujourd'hui, on peut évoquer des chiffres de 14 000 milliards, de 5 500 milliards et autres, et que personne, absolument personne, ne puisse être accusé. Au-delà des cas que j'ai évoqués de cette jurisprudence, je dois vous dire, et c'est préoccupant, une organisation de la société civile ressortira à un moment donné qu'il y avait 25 milliards de francs CFA injustifiés dans le cadre des fonds Covid. Plus de 25 milliards de francs CFA des dépenses durant la période allant de 2020 à 2022 relatives au fonds de lutte contre le coronavirus n'ont pas été justifiées par les autorités congolaises. C'est le constat qu'a fait la coalition « Publiez ce que vous payez ». Dans son rapport, cette coalition qui regroupe 6 associations, dont entre autres la Commission Justice et Paix et la Fondation Nyossi, explique que plusieurs manquements et dysfonctionnements ont été constatés dans la gestion de fonds Covid et aussi des faiblesses dans les procédures d'attribution de marché aux tiers. Des écarts injustifiés par les principaux ordonnateurs. Toutes les institutions qui sont en charge du suivi de l'intégrité, de la lutte contre la corruption, du renforcement de la transparence, les parlementaires, que toutes ces entités puissent se mettre ensemble pour pouvoir apporter la lumière nécessaire en rapport avec les préoccupations que nous avons soulevées. Publier ce que vous payez demande aux autorités compétentes de ne pas laisser ces malversations financières impunies. Actuellement, même sur les réseaux sociaux, circule une vidéo qui fait apparaître que de 2020 à 2022, il y a 160 milliards de francs CFA qui ont été détournés au niveau du ministère de la Santé. 160 milliards de francs CFA, une somme astronomique allouée au ministère de la Santé et détournée entre 2020 et 2022. Le chiffre est issu d'un rapport de l'ONG publié Ce que vous payez Congo. Alors que le développement du système de soins congolais est à la peine, l'enquête met le doigt sur la transparence de la gestion des finances publiques du pays. Les budgets de 2011, 2012, 2013 jusqu'à maintenant, c'est le même constat. On a construit un centre de dialyse à Pointe-Noire équipé, tout comme à Brazzaville, mais qu'on n'a jamais vu. Le dispensaire qui était prévu d'être construit au sein de l'aéroport international de Maya-Maya n'existe pas. Le CC de Kinshasa n'existe pas. Les 3 laboratoires, donc un laboratoire pour les produits génériques, pour la qualité des eaux, ordonnancés, mais jamais réalisés. Et je rappellerai, s'agissant toujours de cette interpellation que j'ai faite aux députés, que lors d'une session des questions orales au gouvernement, un député a révélé que de l'argent avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. Enfin, notre compatriote Alphonse Maboussou a fait un document dans lequel il a révélé qu'il y avait 133 000 milliards de francs CFA qui étaient planqués dans les paradis fiscaux, dans les cimetières
dans les églises, dans des bas de lettres. Et tout ça, on évoque ces chiffres astronomiques sans se rendre compte et se préoccuper de la souffrance des peuples. Chers sénateurs et chers députés, je ne pense pas que vous soyez insensibles à ce genre de situation. Je ne pense pas que vous ignorez la situation des retraités qui n'ont seulement 40 mois d'arriérés, qui pour la plupart perçoivent leur pension à l'indice 160 au lieu de la percevoir à l'indice 300, qui depuis 2017 aurait pu être rangé à l'indice 300. Je ne crois pas que les députés, les sénateurs ignorent la situation des étudiants. Je ne crois pas que les députés, les sénateurs ignorent la situation de beaucoup de structures dans lesquelles les travailleurs n'ont pas leur salaire. Je ne crois pas que les sénateurs et les députés ignorent que nos services sociaux ont des difficultés de fonctionnement. Et c'est dommage, chaque fois qu'on voit le chef du gouvernement apparaître et de parler de précarité des moyens, mais il ne parle jamais de ce qu'il faut faire pour régler ce problème de précarité des moyens, pour trouver les moyens et résoudre les problèmes des Congolais, améliorer les conditions de vie. C'est un choix qui a été fait, un choix délibéré, mais nous y reviendrons. Nous allons passer au deuxième volet. Le deuxième volet sur lequel nous voulons interpeller les sénateurs et les députés, c'est celui du respect de la loi. Beaucoup de choses ont été dites en 2015 et je tiens à rendre un hommage très respectueux à toutes nos victimes, tous ceux qui ont perdu la vie dans le cadre du combat que nous avons mené. Parce que nous autres, nous avions choisi de dire non au changement de constitution. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous avions raison, parce que ça s'est fait non seulement en violation de la constitution du 20 janvier 2002, mais également en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la charte africaine, de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance. On a changé la constitution. Déjà, celle de 2002 avait été violée dès son entrée en vigueur. Celle de 2002 n'a pas été respectée. Autre fait que je peux relever, l'article relatif à la déclaration du patrimoine, depuis cette époque, n'a jamais été fait conformément à la loi. Qui doit donc respecter la loi? J'ai suivi le Premier ministre dire qu'il veille à l'exécution des lois. Et il était surpris qu'il y ait un débat au sein de l'Assemblée entre un député et le président de l'Assemblée sur l'interprétation du règlement intérieur et certainement d'autres textes. Mais nous nous rendons compte. Et c'est pour ça que nous tenons à interpeller les députés et les sénateurs. La Constitution du 25 octobre 2015 n'est pas respectée par les gouvernants, n'est pas respectée par les membres du gouvernement. Et il me semble qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour les ramener à l'ordre. Comment pourrait-il être ramené à l'ordre lorsque l'on sait que le congrès de décembre 2019 a été présidé par le secrétaire général de l'époque, Pierre Ngolo, qui n'était rien d'autre que le président du Sénat. Et je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est au cours de ce congrès qu'il a été déclaré que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme le président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité dans un parti politique. Que dire? Que pensent les Congolais? On a cru que les Congolais ne découvriraient pas tous ces aspects, mais maintenant ils en sont au courant. La conséquence, c'est quoi? Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi.
Le ministre de l'Intérieur aurait dû depuis fort longtemps sanctionner le Parti congolais du travail en vertu de l'article 31 de la loi sur les partis, qui dit et qui stipule clairement qu'en cas de violation de la loi ou de trouble à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné, etc. Pourquoi cela n'est-il pas fait? Parce que le président de la République est président du Parti congolais du travail, parce que le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique, mais la loi, c'est la loi. Tous les Congolais sont égaux devant la loi, y compris le président de la République. Au contraire, le président de la République a le devoir d'exemplarité, puisqu'il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et lorsque nous avons dit ça, nous interpellons les députés et les sénateurs. Il semble qu'ils ne savent pas que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Je vous l'ai dit et je le redirai. Le président de la République ne peut pas être président d'un parti. Et sur quoi il ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Mais nous pouvons ajouter également ce que nous savons, qui n'est pas un manque de respect, mais qui est un constat d'analyste politique, que le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine depuis août 2002. Cela peut-il s'expliquer par quoi? Est-ce qu'il est normal que les contre-pouvoirs constitués par le Parlement, notamment l'Assemblée et le Sénat, puissent rester silencieux et muets devant ce genre de situation? Surtout que l'on dit que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi et elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Et quand on poursuit cette analyse, on se rend compte que même les élections, notamment l'élection présidentielle de 2021, les élections législatives et locales de 2022, les élections sénatoriales de 2023 se sont tenues dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et les Congolais savent, les sénateurs et les parlementaires, notamment les sénateurs et les députés, ont toujours à l'esprit cette déclaration du président de la République à l'époque opposant en 1992, qui disait « Jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution ne soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. » C'est un message fort. Et à cela, j'ajoute ce que le président Gbagbo dit. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Et la déduction est facile. Ça veut dire que la plupart des acteurs politiques congolais ne sont pas des démocrates. S'ils ne sont pas des démocrates, ils sont des dictateurs. Et s'ils sont des dictateurs, ils rejoignent l'indice de la démocratie qui est publié chaque année et qui classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire les dictatures. Donc, sur ce point, nous interpellons les sénateurs, nous interpellons les députés. Et nous allons passer au troisième volet, sur lequel nous avons déjà dit beaucoup de choses. Cette affaire de vente ou de cession des terres au Rwanda. Et je dois préciser que chaque fois que j'ai eu la parole sur ce sujet, j'ai toujours clamé haut et fort non à la cession et à la vente de nos terres aux Rwandais. Et je rappelle, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, on a voulu nous embarquer dans la confusion en essayant de parler de bail amphithéotique, en essayant de parler d'autorisation d'occuper express et d'occuper, etc. Le fond du problème n'est pas là. Je rappellerai juste qu'en novembre 2021 et en avril 2022, le Congo et le Rwanda ont signé près de 15 accords. La plupart d'entre eux n'ont pas encore reçu l'autorisation de ratification par le Parlement. D'ailleurs, le Parlement sait que l'accord sur la défense, l'accord de coopération militaire et technique, a été inscrit 2 fois à l'ordre du jour du Parlement.
Et 2 fois, ça n'a pas été examiné. L'accord de cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements a été inscrit déjà 2 fois également, mais il n'a pas été examiné. Comment peut-on expliquer cela? Ne donne-t-on pas raison à ceux qui pensent avec beaucoup de conviction qu'il y a un agenda caché dans ces accords entre le Congo et le Rwanda? Et lorsqu'on a fait le point en juillet 2023 à Kigali, qu'est-ce qui est ressorti? Avant que ces accords n'aient reçu l'autorisation de ratification, ils avaient déjà été mis en œuvre par l'allocation de 121 000 hectares pour la culture du riz, par l'allocation de 11 000 hectares pour le complexe de Yamba, par l'attribution de 4 permis de recherche minière, par la mise en exploitation de la mine de Kangami-Chopo et autres. C'est véritablement scandaleux. Où en sommes-nous? La loi est faite pour qui? Bref, ce n'est pas sur ça que je vais insister dans ce domaine pour interpeller le Parlement. J'interpelle le Parlement parce que les Congolais ont découvert des éléments extrêmement préoccupants. Le premier élément extrêmement préoccupant, c'est qu'ils ont découvert qu'avant la signature des accords de novembre 2021 et d'avril 2022, le 27 juillet, une date précise, le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda au Congo a rencontré le ministre d'État, le ministre chargé des Affaires foncières, pour demander des actes fonciers sur les terres que le gouvernement congolais aurait offertes à l'État rwandais. Je dis bien pour demander des actes fonciers sur les terres que le gouvernement congolais aurait offertes à l'État rwandais. Il ne s'agit, au niveau où je parle, il ne s'agit ni des 121 000 hectares du Ricin, ni des 11 000 hectares de Yamba. Mais cela nous a été très caché. Et pourquoi ce sont les Rwandais qui en parlent et pas le gouvernement congolais? Oui, c'est vrai, il faut relever que le ministre d'État, dans sa réaction qui est apparue dans les médias, avait déclaré que ce dossier allait être soumis au Conseil des ministres. Mais il a ajouté que le Congo allait travailler avec le Rwanda dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Et nous relevons aujourd'hui que c'est une décision extrêmement curieuse, parce que le Rwanda, curieusement, excusez-moi de la répétition, ne fait pas partie du top 10 des grands pays agricoles africains. Et aujourd'hui, nous en avons la liste. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a choqué les Congolais? Ce qui a choqué les Congolais qui avaient perdu de vue cette rencontre entre l'ambassadeur rwandais et le ministre Pierre Makiala, c'est qu'ils découvrent une vidéo sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne de télévision rwandaise. On est en train d'annoncer que du 4 au 8 mars 2024, une mission des membres du secteur privé du Rwanda a visité le Congo pour aller voir et visiter les 2 terrains que le gouvernement a offerts à l'État rwandais et qui sont devenus la propriété rwandaise. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Demande totale. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Véritablement scandaleux.
le Premier ministre et son ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé nous embrouiller dans les affaires de beaux amphithéotiques, d'autorisation. En réalité, le fond du problème était là. Et il n'était pas actuel, il était plus ancien, en regardant la chronologie des faits, tels que nous avons essayé de les évoquer. Malheureusement pour les gouvernants, non seulement nous pouvons nous référer à plusieurs articles, notamment l'article 217 de la Constitution, qui dit clairement que le président de la République négocie, signe et ratifie les accords et les traités internationaux. Mais la ratification n'a lieu qu'après l'autorisation du Parlement. Pourquoi les gouvernants pensent qu'ils peuvent tout se permettre, y compris la Constitution qu'ils ont imposée de force, sans avoir la moindre explication à donner aux Congolais? Il faut rappeler que le président, lors de son entrée en fonction, prête le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et je le dis avant de me référer à l'article 219 de la Constitution, qui dit clairement: nulle cession, nul échange, nulle adjonction au territoire national n'est valable sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Il n'y a jamais eu de référendum. Monsieur le Président de la République, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et il est curieux que devant la gravité de tels actes, ce soit le silence. Et on peut s'interroger si ce n'est pas une forme de mépris à l'endroit du Congolais, du peuple congolais, estimant que tout peut se faire. Non, monsieur le Président de la République. Les Congolais disent non à la cession et à la vente des terres. On a essayé de nous embrouiller en disant que les Sud-Africains... Mais tout ça sera revu parce qu'on se rend compte qu'il faut un audit intégral. Il faut un audit intégral de tout ce qui concerne les affaires foncières parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de scandales et que ces scandales étaient étouffés, qu'on a voulu et on a cru que le peuple congolais ne serait pas au courant de cela. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens vers vous les Congolais pour vous dire, au-delà de l'interpellation que je fais aux sénateurs et aux députés, je reviens vers vous. Vous féliciter pour le courage que vous avez pris d'élever vos voix à travers le monde, à travers le pays, pour dire non à la vente et à la cession de nos terres au Rwanda. Le Rwanda doit s'en rendre compte. J'ai lu la constitution rwandaise et il y a bien l'alinéa d'un article qui dit exactement ce que nous disons, c'est-à-dire que nulle cession, nul échange, nulle adjonction au territoire rwandais ne peut se faire sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Les choses sont claires. Dans tous les cas, puisque j'interpelle l'Assemblée, puisque j'interpelle le Sénat, j'ai cru comprendre que dans ce genre d'accords internationaux, il y a la réciprocité. Peut-on nous situer exactement à quel endroit au Rwanda, le Rwanda a offert 980 km² de terre aux Congolais? C'est bien de ça qu'il s'agit. Autant le Rwanda ne peut pas accepter la constitution d'une enclave sur son territoire, autant les Congolais disent non. Et c'est pour ça, chers téléspectateurs, que j'ai pensé que sur ces trois sujets, que je juge extrêmement importants, il fallait que j'échange, que je communique, que je lance le débat pour que les choses soient claires. Elles le sont déjà. Et c'est pour ça que pour conclure, j'interpelle le Sénat, j'interpelle l'Assemblée pour dire, premièrement, veiller au respect de la loi. Deuxièmement,
les voix se sont élevées. Tous les Congolais disent non à la vente et à la cession des terres. Sur cette affaire, une enquête doit être menée. Les responsables doivent être sanctionnés, sortant de la complaisance et de l'impunité, quel que soit le niveau où ils se trouvent. Vous savez bien que les voix se sont déjà élevées pour parler de la haute trahison. Et je crois que c'est le moment qui est venu. C'est pour ça que j'interpelle les sénateurs. C'est pour ça que j'interpelle les députés. Au regard de la gravité de ce problème, nous avons déjà sacrifié la jeunesse par la mauvaise gouvernance. Nous avons déjà sacrifié la jeunesse par l'endettement. Nous n'accepterons pas de sacrifier la jeunesse par la cession ou la vente de nos terres. C'est ce qui nous reste de plus cher et nous y sommes fermement attachés. J'ai d'ailleurs été surpris de suivre la vidéo d'un de nos frères voisins de la RDC qui, s'exprimant sur ce problème, a clairement énoncé que les Rwandais étaient sur le terrain, accompagnés des militaires congolais pour mettre les bornes. Et je rappelle à la force publique que la force publique est soumise aux lois et règlements de la République. Et je crois que c'est le message que nous énonçons. Et ce message doit être vu de façon extrêmement claire. S'agissant des scandales économiques et financiers, encore une fois, nous venons de vous donner la preuve que les gouvernants, sinon le gouvernement de Colline Makosso, a suivi la même logique des autres gouvernements qui l'ont précédé, en protégeant les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. En faisant ce choix, ils ont opté pour faire souffrir les Congolais, pour enfoncer les Congolais dans la misère et pour faire qu'il y ait une petite minorité qui s'enrichisse de façon illicite et qui vive dans l'opulence. Ça doit s'arrêter. Et il est bon que les dispositions soient prises. Au lieu de préparer de précarité des moyens, il est bon que les dispositions soient prises pour la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor, pour améliorer les conditions de vie des Congolais, pour faire en sorte que les Congolais vivent bien et profitent de leur richesse. Et il est dommage que nous ayons eu à constater que même la haute autorité de lutte contre la corruption, à qui on pouvait faire confiance et sur laquelle beaucoup d'espoir étaient fondés, ait choisi de s'aligner sur cette vision et a choisi de s'asseoir sur des dossiers qu'elle a elle-même mis en exergue. Et on lui dit, mais vous ne pouvez plus faire autrement. Vous n'avez pas d'autre choix que de procéder à vos délibérations, à communiquer les résultats et à saisir la justice. Maintenant, s'agissant du dernier point, chers compatriotes, chers téléspectateurs, il est clairement établi que le président est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Nous n'avons évoqué que quelques aspects, mais on aurait pu aller plus loin. J'aurais pu évoquer ma surprise de constater que les articles 227 et 228 de la Constitution, qui mettent en place un Conseil national de dialogue, n'ont toujours pas été exécutés et que depuis 2015, c'est-à-dire depuis près de 9 ans, le Conseil national de dialogue n'a pas été formellement mis en place. Et pourtant, il est bien dit que le Conseil national de dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes d'intérêt général. Et ces problèmes, nous découvrons qu'ils sont extrêmement nombreux. De la même façon, on parle de la gouvernance électorale. Mais le ministre de l'Intérieur doit savoir, il ne peut pas continuer à parler de la gouvernance électorale s'il ne sanctionne pas le Parti congolais du travail, tout en sachant que c'est difficile pour lui, puisqu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Comment cela va-t-il se passer? Et en plus, j'ajoute qu'en termes de gouvernance électorale, nous avons commis l'erreur les années passées
de laisser le président du Parti congolais du travail, qui est le président de la République, préparer les élections présidentielles, locales. Mais en toute honnêteté, il faut reconnaître que le président du Parti congolais du travail ne peut nullement organiser une élection libre, démocratique et transparente. Et vous en comprenez maintenant, la philosophie, elle est simple. La conservation, coûte que coûte, du pouvoir, quels qu'en soient les résultats. Les Congolais peuvent souffrir, ils peuvent mourir, les hôpitaux peuvent être dans la situation que nous décrions, la santé, etc. Mais ils ont choisi, coûte que coûte, de se maintenir au pouvoir. Cela veut dire, et c'est par là que je vais terminer, ce choix n'est fait que pour faire souffrir les Congolais. Et la question que je leur pose, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour que vous ayez choisi délibérément de les faire souffrir et d'enfoncer tout ce pays dans le chaos et dans la situation dramatique qu'il connaît actuellement? Chers téléspectateurs, nous avons déjà dit ces choses, nous les redirons tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif. Aujourd'hui, nous avons choisi d'interpeller le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Parce que je pense que le Sénat et l'Assemblée nationale sont composés des représentants du peuple, c'est-à-dire les gens qui prennent à cœur. Je n'ai pas voulu évoquer les problèmes d'insécurité, je n'ai pas voulu évoquer les problèmes d'eau, je n'ai pas voulu évoquer les problèmes d'électricité. Mais c'est un véritable drame. Donc, chers compatriotes, nous savons tous que le pays va mal, très mal. Mais il faut que nous soyons debout, tous debout. C'est pour ça que j'interpelle le Parlement. C'est pour ça que j'interpelle les Congolais, pour qu'ils soient debout. Et que nous menons le combat que nous avons choisi de mener. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, je termine cet échange avec vous. Je vous donne rendez-vous au début du mois de juin. Et j'ose espérer que nous aurons toujours un thème qui va nous permettre de bien échanger. Je vous rappelle, soyons prudents, soyons vigilants, suivons avec une attention particulière cette situation qui se déroule dans un de nos pays voisins, la République démocratique du Congo, avec laquelle nous partageons de grands kilomètres de frontières. Et quand il y a le malheur chez le voisin, il faut s'en préoccuper. Quand il y a un incendie chez le voisin, il faut aussi que vous vous préparez pour venir éteindre le feu. C'est sur ce que je termine en vous remerciant pour votre aimable attention et en vous donnant rendez-vous samedi prochain. Et nous nous retrouvons avec un thème que j'ose espérer que vous appréciez. Merci et à la semaine prochaine.